Donc, je vais vous présenter les résultats qu'on a maintenant sur nos projets qui datent d'il y a plus de 5 ans, les projets SOGEN et les projets CARACT-SF, et qui ont demandé pas mal de travail durant ces 5 dernières années. Donc, quel était d'abord l'objectif de ces différents projets? Eh ben, le premier objectif, c'était de proposer une évaluation génétique, donc un indice, un BUP, plus précise, grâce à l'apport de la génomique. Et ça, c'est ce que nous verrons donc en toute fin d'exposé, comment est-ce qu'on intègre la génomique dans un indice BLUP, dans un indice génétique. Ensuite, l'objectif, c'était d'ajouter des caractères qui, à l'époque, ne faisaient pas l'objet d'une évaluation génétique. Alors maintenant, on va avoir des évaluations génétiques sur les notes de jugement, mais en fait, on cherchait à intégrer les allures et le modèle, qui sont des caractères importants pour caractériser le cheval et pour le vendre, et les rajouter de façon avec des mesures objectives complémentaires du jugement. Enfin, avec le projet CARACT-SF, le CEL français cherchait à trouver des critères précoces de sélection à partir de la caractérisation du saut en liberté à 3 ans lors des cours d'élevage. Donc déjà, sur les allures, comment est-ce qu'on a fait pour mesurer les allures? Alors, pour mesurer les allures, on a pris un petit boîtier qui mesure l'accélération. Donc, l'accélération, c'est les variations de vitesse dans les 3 dimensions, donc de façon verticale, de façon horizontale et puis latérale par rapport au cheval. Ce petit boîtier, on le place dans une sangle sous le sternum du cheval. Voilà, on l'équipe. Le cavalier reste avec sa selle et son équipement ordinaire. Et puis, on demande au cavalier de faire une petite reprise avec les 3 allures, le pas, le trot et le galop, et avec un changement de main sur la diagonale suffisamment long pour pouvoir avoir une allure stabilisée et mesurer l'allure de façon stabilisée sur une distance suffisante. Ces mesures ont été faites à l'occasion de concours jeunes chevaux, après donc des épreuves de 4 ans ou de 5 ans. Et ce qu'on obtient, c'est ça, c'est en fonction du temps, on va avoir l'accélération, et là je vous ai représenté l'accélération verticale, donc vers le haut. Et donc, tant que le cheval ne bouge pas beaucoup, le trait reste horizontal, on va dire, il n'y a pas d'accélération vers le haut. Et puis, dès qu'il se met à marcher au pas, au trot et surtout au galop, on voit qu'il y a des variations d'accélération relativement importantes. Et donc, c'est l'analyse de ce signal qui nous permet après de caractériser les allures. Alors, pour la morphologie, comment on a fait? Pour la morphologie, on voulait avoir quelque chose dans les 3 dimensions, pour avoir et non pas une image, une photo du cheval vue de profil. Donc, bien avoir aussi les points de la morphologie du cheval dans sa largeur, et donc de face et de dos. Donc, pour ça, il nous fallait plusieurs caméras. On a pris 4 caméras, une de face, une de dos, et puis 2 de profil, avec un certain angle pour avoir la profondeur. Ces caméras filment une structure de calibration, de façon finalement à avoir une échelle, c'est juste pour avoir un mètre, une référence. Et puis ensuite, on filme le cheval qui marche au pas, dans un sens et puis dans l'autre, donc c'est relativement rapide à enregistrer sur le terrain. Et à l'issue de ces films, on extrait des photos de référence. Et sur ces photos de référence, on va placer les points anatomiques du cheval. Donc là, sur le membre postérieur, les principaux points anatomiques importants. Et puis, sur le membre antérieur, la même chose. Et en fait, ce qui est magique avec ce logiciel, c'est que quand on repère un point anatomique du cheval sur une des images, automatiquement, le point bouge sur les autres images, et donc on a réellement la place du point dans les 3 dimensions. Ça nous permet d'avoir un squelette du cheval avec ses points de référence dans les 3 dimensions. Enfin, pour le saut en liberté, on a repris notre petit boîtier, on l'a mis avec l'aide d'un surfait sur les chevaux qui sautaient en liberté à 3 ans, et puis on a recueilli de la même manière que précédemment pour les allures l'accélération du cheval. Et si on zoome un peu sur tous ces petits points qu'on avait sur la première diapo, on voit que finalement on a une pointe d'accélération si on prend l'accélération vers le haut, une pointe d'accélération quand le cheval
il frappe des antérieurs. À nouveau, une pointe d'accélération quand le cheval il pousse avec les postérieurs. Puis après, la courbe, elle passe sous le niveau de la mer, elle passe sous 0. Là, c'est le temps de suspension quand il est en l'air. Et puis, à nouveau, une très forte accélération à la réception quand le cheval pose les antérieurs. Et donc, c'est l'analyse de cette courbe, tout au long de cette courbe, qui nous permet, pareil, de caractériser le saut d'un cheval. Alors, quel c'était notre effectif de chevaux? Sur les 2 ans de mesure lors des concours de jeunes chevaux, et donc lors de 27 concours de jeunes chevaux, on a mesuré 1500 chevaux aux allures, donc âgés de 4 et 5 ans, et 1300 chevaux à la morphologie. Pour la morphologie, on a rajouté 700 chevaux qui avaient été mesurés selon la même technologie dans les années 2000, et donc au bout du compte, on a plus de 2000 chevaux mesurés pour la morphométrie. Pour les concours de 3 ans, on a mesuré les chevaux, vous avez mesuré les chevaux pendant 3 ans, et on a donc plus de 1000 chevaux qui ont été mesurés lors du saut en liberté. Ces chevaux sont très majoritairement des selles français, quasiment exclusivement des selles français. On a les 2 sexes de façon équilibrée. Ils sont issus d'origines très multiples, puisque les paires de tous ces chevaux-là, ça représente 500 paires. On a en moyenne 3 produits par paire dans chaque fichier, et dans chaque fichier, on a jusqu'à 80 produits pour un même paire. Alors, nos résultats, en fait, c'est est-ce qu'on peut caractériser les allures, est-ce qu'on peut caractériser la morphologie, et est-ce que c'est héritable? Et donc, en fait, ça va se transmettre des parents aux descendants, et c'est des caractères qui vont pouvoir être sélectionnés dans un programme de sélection. Pour les allures, on a mis en évidence 3 caractéristiques majeures des allures, qui sont les mêmes pour le trot et pour le galop, et qui sont corrélées, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est d'un certain type au trot, on est du même type au galop, et puis 3 caractères différents pour le pas. Pour le trot et le galop, la première caractéristique de l'allure, c'est la fréquence du foulé liée au déplacement vertical. Si le cheval, il a une cadence lente, il a un fort déplacement vertical, et il a une longueur de foulée importante. Et puis inversement, si il a une cadence très rapide, il n'a pas une longueur de foulée importante, il a un faible déplacement vertical. Donc il n'y a pas beaucoup de rebond. Et cette première composante est très liée à la taille. Quand il est grand, il a une cadence lente. La deuxième caractéristique des allures, c'est l'activité horizontale, donc vers l'avant et vers l'arrière. Et la première caractéristique était très, très héritable, avec une héritabilité de 0,53 entre 0,53 pour le trot et 0,41 pour le galop. La deuxième caractéristique est elle aussi héritable, avec 0,33 et 0,19, mais un petit peu moins. Et la dernière caractéristique, c'est l'activité latérale, c'est-à-dire que le cheval se déporte latéralement, et celle-là est moins héritable. Pour le pas, on a aussi comme première caractéristique l'activité verticale, mais dans ce cas-là, elle est liée à la régularité du pas, et non pas à la fréquence des foulées. Et là, c'est moins héritable, avec une héritabilité de 0,16. La deuxième caractéristique, c'est la fréquence des foulées, mais là, qui n'est pas liée à l'activité verticale, mais à l'activité horizontale. Et en troisième composante, on a la symétrie, mais qui est relativement peu héritable. Pour la morphologie, il faut imaginer qu'on a donc nos points qui décrivent la morphologie du cheval, comme on peut le voir, les petits points verts sur la première figure, la figure du haut. Et ça, il faut imaginer qu'on a donc ces petits points d'un côté, de l'autre, et puis on peut les voir aussi de face, donc on a aussi la largeur du cheval antérieure et postérieure. Et en fait, on n'a pas décrit la morphologie du cheval en décomposant qu'est-ce qui se passe sur le membre postérieur, qu'est-ce qui se passe sur le massif antérieur, qu'est-ce qui se passe dans le tronc, mais on a bien analysé tout en même temps. Et donc, en fait, on définit des morphotypes où, finalement, ce qui se passe devant, derrière, tout ça est lié et varie en même temps. Et on peut les décrire avec ces espèces de petites grilles qui synthétisent l'ensemble des déformations morphologiques du cheval. Et la première composante que je vous illustre là, avec uniquement la vue de profil, mais on pourrait aussi faire une vue de face, c'est qu'on distingue en fait le cheval qui, d'un côté, est soit plus haut que long,
avec une épaule droite, jarret droit, et il est plutôt fait en descendant. Et puis à l'autre extrême, on a un cheval qui est plutôt plus long que haut, avec une épaule inclinée, des jarrets écoudés, et qui lui est fait en montant. Et donc on a pu définir ainsi différents morphotypes auxquels on rattache les différents chevaux. Et là aussi, les morphotypes sont héritables avec des héritabilités qui varient de 0,10 à 0,30. Enfin, pour le saut en liberté, eh bien même sur quelque chose qui est quand même assez conjoncturel, c'est-à-dire que le cheval il va sauter 3 fois son gros auxerre à la fin de sa séance de saut en liberté, on peut quand même définir des caractères qui sont héritables, comme la frappe des antérieurs, la poussée des postérieurs, donc les accélérations au moment de la frappe des antérieurs, de la poussée des postérieurs, le rapport entre les deux. Et puis, au niveau des différents temps entre ces différentes phases, la seule qui est vraiment héritable, c'est la durée du plané. Et la durée du plané, elle est très importante parce que mécaniquement, elle est complètement liée à la hauteur que le cheval a sauté. En mesurant la durée du plané, on mesure la hauteur que le cheval a réellement sauté, du moins son centre de gravité. Et donc ça, c'est des caractéristiques héritables, donc sélectionnables. Enfin, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tout ça, c'est lié à la compétition? Pour les allures, en fait, seule l'activité longitudinale, donc d'avant en arrière, au galop, est modérément et négativement génétiquement liée à la performance en CSO. Comment on réfléchit à vitesse constante? C'est-à-dire que toutes ces caractéristiques ont été standardisées pour une même vitesse, si le cheval allait plus ou moins vite. Car le cheval, évidemment, il allait plus ou moins vite quand on le mesurait. En fait, si l'accélération horizontale est importante, ça veut dire que pour maintenir une vitesse constante, le cheval, il fait des à-coups. Et en fait, il y a une déperdition de puissance en multipliant ces accélérations et ces décélérations pour maintenir cette vitesse constante. D'où cette corrélation très légèrement négative. Mais c'est la seule qu'on a trouvée. Pour la morphologie, on a trouvé une corrélation avec le format global, c'est-à-dire non seulement la taille au garrot, mais l'ensemble du développement du cheval en hauteur, en largeur et en longueur. Une corrélation génétique qui est de 0,28, donc qui est modeste, mais qui existe. Et on n'a pas trouvé d'autres corrélations significatives avec aucun des morphotypes. La seule tendance qu'on a pu observer, c'est avec la largeur aux épaules. Un cheval plus large aux épaules et plus large de derrière aura tendance à mieux réussir en CSO. Enfin, la seule vraie corrélation qu'on a trouvée, c'est avec les caractéristiques du saut en liberté. On a une forte corrélation génétique favorable entre le temps de planer et la performance en compétition. Donc entre la hauteur réellement sautée par le cheval et la performance en compétition. Et quand je dis performance en compétition, ça a été calculé avec toutes les performances en compétition de tous les apparentés du cheval, donc à 6 ans, à 7 ans, avec un cheval adulte dans des conditions de compétition réelles. Ce n'est pas les performances uniquement que le cheval lui-même a réalisées, c'est la corrélation génétique. Donc c'est la même aptitude de réussir à 3 ans un temps de plané long lors des concours d'élevage et de réussir ensuite en compétition. C'est génétiquement la même chose. Donc finalement, en conclusion de tout ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est possible de faire des évaluations génétiques des caractéristiques objectives des allures et de la morphologie. On a réussi à sortir des critères caractéristiques des allures et de la morphologie, et ces critères sont héritables. La seule chose qui nous manque actuellement, c'est une automatisation des processus qui demandent encore des interventions manuelles un petit peu longues, mais c'est en cours et c'est réalisable. On a peu de relations entre les allures ou la morphologie et la performance en tission. Alors, ça peut être une mauvaise nouvelle en disant, tiens, on ne peut pas prédire d'après les allures ou d'après la morphologie ce qu'il va faire en compétition, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut choisir des caractéristiques de morphologie et d'allure adaptées à un cavalier, adaptées à ce qu'on préfère chez un cheval, sans perdre sur l'aptitude en CSO. Ça laisse une certaine liberté dans la différente typologie des chevaux qu'on cherche à sélectionner, tout en gardant l'aptitude au CSO. Enfin, le saut en liberté peut être un critère précoce, utile à la sélection du cheval de saut d'obstacle, et ça, vous le saviez déjà grâce aux notes de jugement, mais il peut être aussi objectivé par des mesures d'accélérométrie.
Et enfin, tout ça, bien sûr, n'aurait pas été possible sans l'intervention de nombreuses personnes, de l'IFCE, tout le staff qui a permis la réalisation des mesures sur le terrain et la mise au point des logiciels à l'école vétérinaire d'Alfort et à l'INRA. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, donc on peut ouvrir la discussion et si vous avez des questions à poser. Est-ce qu'on va mesurer le temps de planer par la suite? C'est ouvert. Dans nos futurs concours de 3 ans, est-ce qu'on va mesurer ce fameux temps de planer puisqu'il est tellement significatif? Est-ce que ça va rentrer dans les critères? Dans un premier temps... Alors là, je dirais que ce n'est pas vraiment à moi de répondre. Non, je pourrais juste dire dans un premier temps, déjà, c'est remercier quand même tous les éleveurs de Normandie d'ici, parce que sur les 1000 chevaux qui ont été mesurés, il y en a eu dans plusieurs régions, mais la contribution lors des régionaux pendant 2 ou 3 ans ici a été quand même tout à fait importante. Donc merci par rapport à ce travail et vous envoyez le résultat. Après, pour la suite, eh ben, oui, bien sûr, on espère, et je pense que la fin, notamment la fin de notre réunion, a aussi pour ça comme objectif, mais je peux peut-être laisser... Oui, juste en complément de ce que vient dire Anne, il faut effectivement remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ces travaux. Évidemment, toutes les personnes qui ont été citées, toute l'équipe de Sophie Danvy, Bernard Dumont-Saint-Priest. Il faut aussi remercier le Fonds Éperon qui nous a aidés et soutenus pendant ces 5 années pour ces études et ces recherches. Bien évidemment, sans eux, ça n'aurait pas été possible. Benoît a bien dit, évidemment, bien remercié tous les éleveurs qui avaient participé, parce que sans ce phénotypage au niveau du saut en liberté avec l'accéléromètre, on n'aurait pas pu définir l'importance de ce temps de planer. Et ben maintenant, ne tient qu'à nous, pour répondre à ta question, ne tient qu'à nous de savoir si on veut effectivement mettre ce test d'évaluation précoce. Enfin, voilà, on sera pas, c'est pas le président ni le bureau du CEL français qui prendra la décision. Je pense qu'il y aura un large débat au sein du conseil d'administration, mais bien évidemment, je pense qu'on aurait quand même grand tort de pas se servir d'un outil de prédiction précoce, aussi corrélé à la performance et qui peut nous aider. Alors bien évidemment, ce que Anne n'a pas dit tout à l'heure, mais qu'elle avait étudié également, c'est que plus le temps de planer était long, meilleure la note finale donnée par les juges était. Ça veut dire qu'il y a une corrélation très importante entre les classements du saut en liberté, le temps de planer et la performance sportive qu'on retrouve au niveau familial. Donc tout ça, c'est quand même important. Évidemment, il n'est pas question de supprimer l'expertise de l'homme, du juge, parce que l'homme reste au centre de la sélection, parce qu'au bout du compte, c'est quand même l'homme qui monte sur le cheval. Donc, mais si on peut évidemment s'aider d'outils objectifs et fiables, je pense qu'on aurait grand tort de s'en priver. Donc, je pense que les débats auront lieu au sein de notre conseil d'administration dans les mois qui viennent, mais c'est pas très grave, on a tout le temps devant nous. On a mis du temps à sortir nos fameuses fiches que Benoît vous a présentées. Ça fait des années qu'on travaille sur le sujet, mais il vaut mieux prendre son temps et sortir un outil qui soit performant et dont les éleveurs puissent se servir
pour aider à croiser, et plutôt que de se précipiter et puis après de faire machine arrière. Donc a priori, c'est très corrélé à la performance sur le plan génétique. Ça serait quand même dommage de ne pas s'en servir. Merci. Est-ce que j'ai bien compris, et est-ce que la note qui évalue, enfin la note des juges qui évalue la trajectoire est spécialement liée avec ce temps de plané ou pas? La note finale. On a une corrélation positive entre la note des juges et le temps de plané. Alors, la relation n'est pas de 1, c'est-à-dire que les juges jugent aussi d'autres choses, évidemment, puisqu'ils voient l'ensemble du style du cheval, mais ils jugent aussi ce temps de plané, donc en fait la hauteur sautée, comme favorable. Donc on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous avez remarqué une corrélation négative entre la qualité du trot, c'est-à-dire le tri de l'impulsion dans la lenteur, et la performance à l'obstacle? Non. Non, on aurait pu. Moi, j'aurais facilement pensé que la cadence au trot qui pouvait caractériser un cheval de dressage était négativement corrélée à l'attitude au saut d'obstacle, mais c'est pas ce qu'on a pu montrer. On a montré une indépendance. C'est-à-dire ni dans un sens ni dans l'autre. Pour déterminer qu'une caractéristique a une héritabilité donnée, vous utilisez le fait qu'un certain nombre de descendants d'un étalon ont cette caractéristique. Mais est-ce que vous avez pu utiliser les données de l'étalon lui-même? C'est-à-dire, est-ce que le cheval le temps de plané est héritable, mais est-ce que le cheval dont les produits ont un temps de plané supérieur à la moyenne avait lui-même un temps de plané supérieur à la moyenne, ou est-ce que c'est une question à laquelle il faudra encore répondre à l'avenir quand on aura plus de données? Alors, j'ai pas pu répondre à cette question-là parce qu'effectivement, les paires n'avaient pas été mesurées dans les mêmes circonstances, donc j'ai pas la mesure pour le paire. Par contre, ce que j'ai quand même, c'est que en calculant la corrélation entre ce temps de plané et puis la performance en saut d'obstacle, par contre, la performance en saut d'obstacle du paire, elle est prise en compte. Donc, on a bien une corrélation, malgré tout, entre ce qui se passe chez le paire et ce qui se passe chez le paire en compétition et ce qui se passe chez le produit au saut en liberté. Par contre, on n'a pas le saut en liberté des deux côtés. Ça, non, je ne l'ai pas. Vous n'avez pas d'autres questions sur cette partie? C'est pourtant une révolution. Moi, j'ai juste une question. Tout à l'heure, il y avait un monsieur devant qui parlait de la jumenterie. Est-ce que vous avez pris en compte la jumenterie, justement, au point de vue morphométrie? C'est-à-dire, est-ce que les juments ont été prises et est-ce qu'on voit justement une hérédité par rapport à l'étalon sélectionné? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on calcule toutes ces corrélations génétiques, eh ben on sait que, alors on n'a pas la morphologie des parents. Donc ça, voilà, on n'a que la morphologie des produits, mais on a aussi des produits qui descendent des mêmes mères, des produits qui descendent des mêmes pères. Et donc en fait, quelque part, oui, on a pris en compte les différents accouplements dans ces calculs, mais uniquement à travers la descendance.